Dans cette partie, tu vas rentrer encore un peu plus dans le détail. Alors comme je te l'ai dit précédemment, par défaut, Lumen utilise le software Ray Tracing. Sois patient, on parle du Ray Tracing en détail dans quelques minutes. Bienvenue sur notre chaîne dédiée à la création digitale. Je suis Alexis et je vais t'accompagner sur Unreal. Si on s'intéresse au process de Lumen, on peut simplifier en le divisant en 3 grandes étapes. En premier, Lumen va rendre la scène en tenant compte des informations de profondeur. Celles-ci sont stockées dans le Depth Buffer. Cette action s'appelle le Screen Trace. Ensuite, deuxième étape, il va générer des informations dans ce qu'on appelle le Compute Shader. Et au final, troisième et dernière étape, il lance des rayons qui, lorsqu'ils entrent en contact avec un Mesh Distance Field, vont y appliquer l'éclairage sur les surfaces. Ouais, désolé, je me suis un petit peu emballé. Nous allons revoir les points un par un. Stop! Je ne vais pas te laisser comme ça, sans prendre le temps de t'expliquer ce que l'on appelle un shader, et par conséquent, ce qu'est un compute shader. Tu n'as pas ces informations, cela peut être compliqué pour toi de bien comprendre la suite. En 3D, comme en 2D d'ailleurs, les développeurs qui sont chargés de la fabrication du rendu utilisent un pipeline dit OpenGL ou un autre appelé Direct 3D. C'est le concurrent conçu par Microsoft, bref. Nous, on s'intéresse à OpenGL, qui est une API. OK. Comprend Application Programming Interface. En bon français, une interface de programmation d'application qui permet de coder tout ce qui concerne le rendu pour la 3D, mais aussi pour la 2D, à partir de librairies fournies et même plus, mais ce n'est pas le sujet. Cette API, donc, est destinée au rendu par rastérisation. C'est des grands mots pour dire que la rastérisation est une méthode de rendu qui consiste à transformer des primitifs 3D, triangles, lignes et points, en fragments, c'est l'autre terme pour dire pixels qui composent ton écran. Super! Mais quel est le rapport avec notre compute shader? En fait, c'est complètement lié. OpenGL définit un processus de rendu bien précis. Dans ce processus, certaines étapes, que l'on appelle stage, sont programmables dans un langage que l'on appelle le GLSL, pour OpenGL Shading Language. Haha, tu commences à me voir venir. Ces étapes programmables sont appelées shaders et, important, elles s'exécutent dans un ordre précis à l'intérieur de ce que l'on appelle le render pipeline. Voici comment cela se présente. L'ordre est toujours le même. On traite en premier les points de notre géométrie au travers du vertex shader. Ensuite, on injecte ces informations dans le fragment shader. Tu te souviens? Fragment égale pixel. C'est lui qui permet de réaliser et d'appliquer des effets graphiques à notre image de sortie, celle affichée à l'écran donc. Ces deux shaders sont obligatoires dans l'OpenGL moderne. Pour les autres, je n'en parlerai pas car ils sont pour certains optionnels et surtout ça n'apporte rien de plus à notre explication. Tu en conclus donc que c'est ça le compute shader? Et non. Les vertex et les fragments de shader ne peuvent traiter qu'un seul et unique vertex pixel à la fois, et cela sans avoir connaissance et donc l'accès aux autres. Autrement dit, chacun de ces deux shaders s'inscrivent dans un pipeline bien défini et ils ont une entrée et une sortie également bien déterminées. Par conséquent, ils s'exécutent avec une certaine fréquence. Tu veux un exemple? Imaginez un vertex shader donné. Celui-ci va s'exécuter pour chaque vertex qu'on lui envoie et dans l'ordre de l'envoi. Mais ce n'est pas le cas avec le compute shader qui, lui, est conçu pour manipuler arbitrairement des données de la façon dont on le souhaite et ça, sans passer par le pipeline de rendu. L'action qui consiste à faire des calculs en parallèle sur la carte graphique s'appelle le GPU Computing. Encore une fois, on pourrait se demander pourquoi faire. C'est une raison très simple. Auparavant, les développeurs étaient contraints d'utiliser des hackings et autres astuces plus ou moins efficaces et optimisées pour réussir à faire du GPU Computing. GPU, CPU, tu as déjà entendu ces termes, mais quelle est la différence? Simple. Ces deux parties de notre ordinateur ont deux architectures vraiment différentes. Le CPU est rapide, mais ne peut faire qu'une seule chose à la fois dans la majorité des situations. Le GPU est moins rapide unitairement, mais sa force, c'est qu'il peut le faire jusqu'à 4 opérations flottantes simultanées.
C'est cette aptitude qui confère à la carte graphique toute sa puissance, car en 3D, on passe notre temps à manipuler des matrices et des vecteurs. Compute shader, GPU computing, cette fois-ci on y est. Les compute shaders permettent donc de faire tous ces calculs parallélisés proprement. Cela représente un gain en flexibilité et en efficacité car on peut tirer parti plus librement de la puissance des GPU pour 1. Créer à la volée des textures, 2. Générer procéduralement des objets, etc. Maintenant qu'on sait tout ça, je reprends mes étapes. Lumen fait dans l'ordre. 1. Il rend la scène en tenant compte des informations de profondeur stockées dans le depth buffer. 2. Il génère des informations dans le fameux compute shader en utilisant des objets particuliers que l'on appelle des mesh distance field. On va en parler dans une partie dédiée. Au final, 3. Il lance des rayons qui, lorsqu'ils entrent en contact avec un mesh distance field, eh bien, il applique l'éclairage sur les surfaces. Sache que, à cette dernière étape, Lumen utilise un cache ou mémoire appelé surface cache pour optimiser les calculs répétitifs et améliorer les performances de rendu. Au moment où j'écris cette vidéo, pour les scènes d'intérieur, le surface cache a une limitation. Dans le cas où tu as une pièce, en tant que les murs, le sol et le plafond doivent être des objets séparés pour rendre le calcul optimal. On parle de lancer de rayons. Eh bien, on appelle ça le ray tracing, et tu en as entendu parler dans les jeux vidéo en te disant que cela te permettrait d'avoir de meilleurs graphismes. Dorénavant, tu es dans cette industrie qui fabrique ce graphisme. Par conséquent, l'explication est un peu courte, et on va essayer d'aller un peu plus loin ensemble. D'abord, ray tracing, c'est un terme employé par des joueurs et les développeurs, mais il n'a pas toujours le même sens. Pour les premiers, c'est synonyme de qualité sans vraiment savoir ce que c'est, mais est-ce que c'est vraiment important? Et pour les seconds, ça veut dire réflexion réaliste et, comme d'habitude, un travail d'optimisation en vue. Si tu prends une image, elle est conçue par le moteur de rendu. Celle-ci possède l'ensemble des matériaux et des géométries qui composent la scène. C'est stocké dans le surface cache d'Unreal. Et bonne nouvelle, on en parle une fois l'explication sur le ray tracing terminée. Pour calculer l'image finale avec le ray tracing, Unreal récupère les informations de couleurs et des matériaux, mais sans les effets de l'éclairage. Car pour résoudre ce calcul, il doit d'abord envoyer des rayons pour comprendre les interactions entre la lumière et la scène. Mais tu imagines bien que, comme d'habitude, nos machines sont limitées par leur puissance de calcul, et il ne peut envoyer une infinité de rayons dans la scène. L'objectif, retranscrire fidèlement l'image. Cet échantillonnage est utilisé pour différents effets de lumière par le système. On a un vrai problème de nos jours, c'est qu'il y a beaucoup trop de pixels sur nos écrans modernes. Et puis nos fameux rayons, de leur côté, ne se répartissent pas forcément de manière uniforme. Alors pour tenter de pallier ce problème, des ingénieurs ont inventé le denoiser, ou débruiteur en français. C'est une technique avancée de traitement de l'image, produite en temps réel, mais pas uniquement, on l'a aussi en précalculé, et qui vise à améliorer le rendu final en minimisant l'aspect granuleux du rendu provoqué par une accumulation de points et des taches de décoloration. Si on devait faire une définition de ce que c'est le bruit dans une image, je dirais que le noise se réfère à, ouvrez les guillemets, une variation aléatoire de luminosité et de couleur qui ne font pas partie de l'image originale. La suppression du bruit dans l'imagerie est de plus en plus courante dans les calculs de rendu informatique et connue sous le nom de denoising, fermez les guillemets. Ce système utilise un algorithme avancé qui fait une énorme différence de qualité. Sans ça, les rendus photoréalistes et tous les autres styles graphiques ne seraient pas possibles sans cette technologie. En gros, tu aurais un jeu à points ou une purée de points dans ton image, tu choisis. À cause du fonctionnement du ray tracing, le rendu des images est composé d'informations utiles et de bruit. On n'arrive pas à connaître l'intégralité de notre image après le lancer de rayons. Il reste à la fin plein d'inconnus, de zones vides, car la dispersion des rayons n'est pas répartie de manière homogène. Le problème, c'est que ces inconnus réduisent la netteté de ton image en créant des effets d'éclairage qui n'existent tout simplement pas. Alors, dans le rendu précalculé, on utilise une solution pour résoudre le calcul du lancer de rayons en dehors de notre calcul de rendu. On appelle ça une solution offline. Mais la bonne blague, c'est que on ne peut pas avoir recours à cette fameuse solution offline en temps réel. Tu comprends le problème ? Nous
Nous, ce qu'on veut, c'est conserver les détails que tu as sur tes mèches ou dans tes textures sans altération. Pour être tout à fait précis, ce n'est pas une, mais plusieurs solutions de denoiser qui sont utilisées pour combiner les informations de chaque pixel, voire les mixer ensemble au travers de plusieurs images consécutives afin de cumuler un maximum d'informations et rendre ainsi ton image la plus fidèle à l'écran. Mais tout d'abord, le denoiser, il travaille sur 3 parties distinctes. D'abord la diffuse. C'est la diffusion de l'éclairage réfléchi dans toutes les directions. Ensuite, la spéculaire, les réflexions. C'est la lumière réfléchie dans une direction en particulier. Et l'infinite light source shadow. Eh bien, c'est les ombres du soleil ou toute autre lumière visible dans ta scène. Tu vas comprendre tout de suite le challenge auquel on est confronté. C'est que pour créer une image la plus fine possible, les utilisateurs de ces logiciels, c'est-à-dire toi et moi, devons lancer des milliers de rayons dans toutes les directions pour récupérer les informations sur les diffuses et les spéculaires. Mais dans le ray tracing temps réel, on lance un rayon, voire moins par pixel, pour des raisons de performance. Toute la problématique est là. Faire aussi bien qu'un rendu classique, mais au lieu de rendre une image par une image jusqu'à obtenir 24 images par seconde par exemple, avec beaucoup de ressources à notre disposition, on va le faire en 60 fois par seconde avec très peu de ressources. C'est en partie pour cette raison qu'actuellement tu as les jeux vidéo qui proposent 2 options souvent nommées performance pour 120 fps ou qualité pour 60 fps, parfois moins. Bien sûr, pour ceux qui font de la vidéo avec un moteur temps réel, cela est moins problématique, encore plus si on utilise Path Tracing, que nous aborderons ensemble dans une vidéo dédiée. Je reviens sur, ouvrez les guillemets, on va utiliser non pas un, mais plusieurs denoisers, fermez les guillemets. Pour cela, on plonge un peu plus loin dans le fonctionnement car on va en avoir besoin pour la suite et en particulier sur la 4e partie qui abordera le DLSS. Le denoiser est communément basé sur 3 techniques. Spatial filtering, temporal accumulation, le machine learning ou reconstruction en deep learning. Détaillons un peu tout ça. Spatial filtering. On va récupérer les pixels similaires qui sont voisins pour les modifier de manière sélective par zone. L'avantage, c'est que lorsqu'il y a des modifications, il réagit immédiatement sans produire un artefact que l'on appelle le temporal lag. Mais en contrepartie, et oui comme toujours, un flou, un effet clignotement appelé flickering et des imperfections vont apparaître dans l'image. Le temporal accumulation de son côté réutilise les données depuis l'image précédente afin de déterminer s'il y a des artefacts visuels, des anomalies dans l'image courante, afin qu'ils soient corrects au rendu. Tu n'as pas de flou, ça réduit le flickering et les artefacts sur une série d'images, certes, mais tu as le problème inverse du spatial filtering, cette fois ça produit un temporal lag. En définitive, le denoiser accumule des pixels des images précédentes en effectuant en quelque sorte un vol de rayons créé dans le passé afin d'augmenter le niveau de détail. Par contre, cela se fait au risque d'introduire des images fantômes appelées ghosting et pire, supprimer les effets d'éclairage dynamique. Un autre gros problème lié au denoiser, c'est le calcul des détails dans les réflexions. Le niveau de détail dans les reflets a été réduit parce que le denoiser a tendance à flouter les groupes de pixels. Il fait des pâtés, quoi, comme les enfants. De nos jours, le ray tracing est accompagné par l'upscaling, ce qui rend le travail du denoiser encore plus difficile, car ce dernier supprime naturellement les détails afin de lisser le rendu. Ces 2 tâches sont complexes à résoudre. D'un côté le denoising et de l'autre côté l'upscaling. Mais c'est là que l'IA rentre en jeu, pour faire ces 2 calculs en même temps. Et les technologies évoluent. C'est notre credo depuis le début de ces vidéos. Alors là, on parle de machine learning et deep learning reconstruction. Ça claque. Depuis ces dernières années, c'est le top notch de la technologie NVIDIA. Il utilise un réseau de neurones pour reconstruire le signal qui, au final, va créer ton image. Ce réseau est entraîné à utiliser une large bibliothèque de références de signaux comportant différents types de noise. Mais comme d'habitude, rien n'est parfait dans ce monde. Alors, bien que la reconstruction du signal pour une seule image finale peut apparaître comme correcte, elle peut, au fil de l'accumulation, devenir instable.
ce qui provoquera rapidement des artefacts visuels. Donc, une forme de stabilisation temporelle sera nécessaire. Je ne rentre pas plus dans le détail car tu connais l'essentiel sur le denoising, et si bien entendu ce sujet t'intéresse, n'hésite pas à consulter les vidéos ainsi que la littérature d'NVIDIA sur le sujet. Et puis, là on touche du doigt le sujet de la prochaine vidéo, le DLSS. On l'a déjà évoqué, le surface cache, mais qu'est-ce que c'est concrètement? Bien, Lumen n'utilise pas un seul type de ray tracing. En réalité, il utilise une solution hybride composée de 3 méthodes et chacune va résoudre une situation précise. On va prendre le premier, Screen Trace. Il permet de ne calculer que ce qu'il y a à l'écran. C'est grâce à la détection de la profondeur qu'il réalise cette action. En d'autres termes, il optimise en supprimant tout ce qui est en dehors du champ de la caméra, en faisant en sorte qu'il ne soit plus ni rendu ni détecté par le système. Le second, Mesh Distance Field Trace. Les Mesh Distance Field sont des objets générés par Unreal. On reparle en détail dans un instant, mais sache que pour chaque objet de la scène, le moteur lui associe son propre Mesh Distance Field. Cette création permet de connaître la distance entre chaque point de la surface et les autres surfaces environnantes, d'où son nom. Cette méthode est plus fiable que le Screen Trace, car elle continue de fonctionner même lorsque les objets sortent de la zone visible à l'écran, ce qui maintient la cohérence visuelle de la scène. Et cela même si un objet hors champ influence d'autres objets présents à l'écran, en particulier pour l'AGI, les ombres et l'ambient occlusion. Cela étant dit, c'est un outil d'optimisation mais qui n'est pas totalement gratuit en termes de performance. Et le troisième, Global Distance Field Trace, fonctionne grâce au système de ray tracing qui va prendre le relais lorsque les objets vont se situer à partir d'une certaine distance, par défaut c'est 3 mètres. À ce moment-là, il ne dessine alors qu'une représentation globale et simplifiée de la scène dans laquelle toutes les informations ont été fusionnées. Cela a pour conséquence de rendre l'ensemble extrêmement rapide à rendre pour le moteur. Si tu veux le voir à l'écran, il suffit d'entrer la commande dans CMD r.lumen.visualize.cardPlacement espace 1. Pour l'effacer, espace 0. Au final, chaque pixel dessiné à l'écran est le résultat de la combinaison de ces 3 méthodes dans un buffer que l'on appelle le surface cache. Je rappelle que cette mémoire tampon ne stocke ni la lumière, ni les réflexions. Comme on en a discuté plus tôt dans la partie Ray Tracing, ces calculs d'éclairage se feront grâce aux informations que tu as stockées dans le surface cache. Lumen ne fait pas que cela. Il crée autour des objets des enveloppes simplifiées à base de plans que l'on appelle les mesh cards. Bonne nouvelle, cette méthode est générée automatiquement et de manière complètement transparente. Cette technique permet de capturer sous différents angles les propriétés des matériaux qui composent notre static mesh. Ces positions sont appelées cards et elles sont créées en dehors du système de rendu pour être appelées au moment venu. Le problème qui se pose est le suivant. Comment récupérer et traiter chaque surface de la scène? Pour ce faire, il est impératif que les rebonds soient cohérents pour avoir un rendu de qualité afin de se rapprocher de ce qui se fait depuis des décennies en précalculé. La solution trouvée par les ingénieurs est qu'il faut au préalable échantillonner les propriétés des surfaces présentes dans la scène. L'objectif recherché par cette technique est de pouvoir capturer rapidement, et c'est peu dire en temps réel, les informations des matériaux pour chaque maillage sous différents angles grâce aux cartes. Lumen utilise alors les informations de ces cartes lors du calcul de ray tracing pour rechercher rapidement les points d'impact des rayons dans la scène. Info technique. Par défaut, Lumen place uniquement 12 cartes sur un maillage. Mais il est possible d'augmenter ce nombre. Pour ce faire, tu vas aller dans le panneau Detail, LOD 0. Tu ouvres l'onglet à l'intérieur, tu as la rubrique Build Settings et tu recherches le paramètre Max Lumen Mesh Card. Je te rassure, tu n'auras pas à modifier cela très souvent, mais ajuster le nombre de cartes va s'avérer utile pour les intérieurs complexes ou encore des objets aux formes irrégulières. Tu peux les afficher grâce à l'option Surface Cache View dans le Level Editor. Retiens que tous les objets qui sont roses dans ce mode ne contiennent pas de mesh card. Le problème majeur des parties de nos static mesh qui n'ont pas de surface cache, c'est qu'ils ne feront pas rebondir la lumière et par conséquent vont apparaître noirs dans les reflets. Cela peut être résolu
comme dit précédemment, en augmentant la valeur des mesh cards dans le panneau Detail, Build Setting. Cependant, ce n'est pas une fin en soi. Tu peux malgré un nombre élevé de mesh cards avoir ce type d'artefact. La bonne pratique, sur les objets ayant des formes complexes, est de les diviser en plusieurs ensembles d'objets pour que les mesh cards réagissent correctement. Ce qui veut dire que, par exemple, le sol et les plafonds doivent être séparés des murs périphériques d'une pièce par exemple. Évidemment, les props qui habillent ton niveau sont eux aussi en objets séparés. Dernière information importante sur le fonctionnement des mesh cards, c'est son lien avec Nanite. Par défaut, les objets instanciés et les maillages type feuillage ne sont pas pris en charge par les cards. Enfin, encore une fois, au moment où j'écris ces lignes, car cela peut évoluer dans les semaines, mois, voire années à venir. Pour que cela fonctionne, il est impératif qu'ils soient convertis en Nanite Mesh. À partir de ce moment, ils accepteront les cards. C'est pour ces raisons que je t'ai détaillé dans la première partie les différents systèmes d'optimisation, LOD, HLOD et bien sûr Nanite, que tu dois utiliser au maximum. On transitionne vers le morceau suivant, les Mesh Distance Field. Pour l'historique, les Mesh Distance Field sont utilisés depuis Unreal 4 et ils servaient déjà à l'époque au rendu dynamique des ombres et de l'ambient occlusion. Si tu as un doute, Final Fantasy VII Remake et Rebirth sont faits sur UE4. Ils utilisent tous les deux la technologie des Mesh Cards. Quoi changer une équipe qui gagne? Donc ils continuent de l'utiliser dans Unreal 5. Les données fournies par les Mesh Distance Field sont conservées pour les mêmes raisons, avec cependant quelques petits plus. La globale illumination en temps réel et plein d'autres trucs, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Par contre, ils ne gèrent pas les propriétés des matériaux, car ça, c'est le boulot de l'option que l'on vient de voir précédemment, les Mesh Cards. Comment est-ce que cela fonctionne? Unreal a besoin d'une représentation claire des surfaces qui composent nos différents static mesh. Pour cela, il utilise ce qu'on appelle les SDF pour Sign Distance Field. Cela fonctionne ainsi. Il stocke la distance des surfaces proches au sein d'une volume texture. Tous les points qui composent l'extérieur de l'objet sont considérés comme une valeur positive, et pour l'intérieur, c'est considéré comme une valeur négative. Un truc chiant, quand tu calcules quelque chose, c'est de le faire pour rien. Eh bien, l'une des propriétés très utiles des SDF, c'est que, comme tu connais les espaces positifs et négatifs de ton objet, tu peux éviter le calcul des espaces vides qui le composent en toute sécurité. Et hop, c'est de l'optimisation de gagner. Un autre élément super cool, c'est que tu connais aussi à l'avance les intersections de ton objet, avec une précision vraiment importante. Ce qui veut dire que si au moment du calcul du ray tracing, un rayon qui croise une surface pourra en déduire si c'est éclairé ou ombragé. La deuxième propriété intéressante, c'est pour les effets d'ombre ambiante ou adoucie provenant du ciel. Comment? On lance des rayons dans notre scène. Si on suit l'un d'entre eux qui est projeté sur un objet et qu'il y a une occlusion, on peut créer un cône d'approximation. C'est dans celui-ci que notre effet d'ombrage sera appliqué, et ce, sans surcoût de calcul supplémentaire, c'est d'une pierre deux coups. Chaque scène que tu crées est composée de Mesh Distance Field. Sache qu'ils sont créés offline, c'est-à-dire lors de la conception du niveau et en dehors du rendu temps réel. Et cela grâce à l'utilisation d'un ray tracing sur les triangles en amont qui, au final, sera traduit en texture appelée volume texture. Concrètement, cela veut dire qu'ils ne peuvent pas être calculés à l'exécution de ta scène. C'est obligatoirement lors du placement de tes objets dans le mode éditeur. La conception procédurale et la destruction d'objets dynamiques sont gérées aussi, mais on rentre pas plus dans la complexité pour le moment. Comme on le traduit en texture, tu peux gérer la qualité. Tu peux donc les modifier en utilisant le paramètre Distance Field Resolution Scale dans le panneau Build Settings de l'éditeur d'objets. Une résolution trop faible capturera peu d'informations. Tu peux l'augmenter. Parfait, tu auras un meilleur rendu. Mais l'impact sur la mémoire de ta machine va en pâtir. Comme d'habitude, c'est une histoire de compromis. Je te rassure, on ne va pas travailler à l'aveugle. Dans la fenêtre en haut à gauche du viewport de l'éditeur d'objets, tu as une ligne appelée Distance Field. Il y a 3 valeurs qui sont la résolution de notre volume texture, sachant que la taille maximum sur un seul objet est de 128 par 128 par 128. Tu as compris X, Y, Z, et il occupera tout au plus 8 MB d'empreinte mémoire.
les optimisations d'image distance existent aussi à d'autres endroits comme dans les lumières directionnelles. On peut améliorer la qualité de la voxelisation de ces objets grâce à une option disponible dans le Project Settings à Rendering, Software Ray Tracing, Distance Field, Voxel Density. Oui, la troisième vidéo sur Lumen est terminée. La prochaine est la dernière sur le sujet. On abordera les bonnes pratiques de Lumen, le DLSS, les réflexions et encore plein d'autres points. N'oublie pas que la maîtrise vient de la pratique, alors amuse-toi et à bientôt.